Konnichiwa, je suis Keiko Nakamura, 72 ans, et je veux commencer aujourd'hui avec une confession honnête. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, ma maison était encombrée, pas visiblement, chaotiquement encombrée, de la manière que les photographies montrent. Le genre où vous ne pouvez pas voir le sol, mais encombrée de la manière silencieuse et persistante qui s'accumule au fil de décennies de vie pleine. Des tiroirs qui nécessitaient un effort pour fermer, des placards où les choses étaient empilées plutôt qu'organisées, des pièces qui fonctionnaient mais ne respiraient jamais vraiment. J'étais une couturière qui dirigeait une entreprise à domicile pendant de nombreuses années à São Paulo. J'ai élevé 3 enfants avec Hiroshi dans un appartement qui servait simultanément d'espace de vie, d'espace de travail, de lieu de rassemblement familial et de centre communautaire pour les familles nippo-brésiliennes que nous connaissions. Les choses entraient constamment. Tissus, fournitures, affaires d'enfants, cadeaux, objets hérités, objets acquis, objets gardés au cas où. Et je le gérais, je l'organisais, le maintenais, contournais, nettoyais, mais je ne l'ai jamais vraiment adressé. Après le décès d'Hiroshi, quand les enfants étaient partis et que je vivais seule dans des espaces conçus pour une famille de 5, j'ai finalement dû faire face à ce que je gérais depuis 40 ans. Et ce que j'ai découvert, lentement, péniblement, puis avec une clarté croissante, était qu'une maison sans désordre n'est pas une réalisation compliquée. Elle suit un processus simple. 4 étapes. Pas facile, mais simple. Aujourd'hui, je veux partager ces 4 étapes avec vous. Pas comme des principes abstraits, mais comme le chemin réel que j'ai parcouru avec la pensée spécifique qui a rendu chaque étape possible. Commençons. Étape 1. Croire que c'est réellement possible pour vous. Je commence ici parce que cette étape est presque toujours sautée, et la sauter fait que tout ce qui suit s'effondre. La plupart des gens qui ont vécu dans des maisons encombrées pendant des décennies portent une croyance silencieuse et non examinée que c'est simplement comme ça que leur maison est, que le désordre fait partie de leur personnalité ou de la nature de leur famille ou de la conséquence inévitable d'une vie pleine. Ils pourraient croire qu'une maison sans désordre est possible pour d'autres personnes, des personnes avec moins de possessions, des familles plus petites, plus de discipline, des circonstances différentes, mais pas vraiment possibles pour eux-mêmes. J'ai porté cette croyance pendant des années sans pleinement la reconnaître. Quand je tentais de désencombrer et faisais peu de progrès durables, j'interprétais cela comme une preuve que la tâche était trop grande, ou que j'étais trop émotionnellement attachée à mes choses, ou que ma maison était simplement différente des maisons des gens qui parvenaient à vivre simplement. Chaque tentative échouée renforçait la croyance qu'un vrai changement n'était pas possible pour moi. Voici ce que je comprends maintenant sur cette croyance. Elle me protégeait de l'inconfort du vrai changement. Tant que je croyais qu'une maison sans désordre était impossible, je n'avais pas à faire le travail émotionnel difficile de créer réellement une. Dans la philosophie japonaise, kakugo signifie préparation, une acceptation résolue et lucide de ce que quelque chose nécessitera. Une maison désencombrée nécessite kakugo. Pas le vague espoir que les choses pourraient s'améliorer, mais une croyance authentique et ancrée que ce résultat spécifique est réalisable pour vous, dans votre maison spécifique, avec votre histoire spécifique et vos possessions spécifiques. Comment développer cette croyance quand vous n'avez pas encore expérimenté le résultat? Vous commencez plus petit que vous ne pensez devoir. Pas toute la maison, même pas toute une pièce. Un tiroir, une étagère, une petite zone contenue que vous pouvez adresser complètement en 30 minutes. Quand je me suis finalement engagée dans cette approche, une petite zone à la fois, complétée entièrement avant de passer à la suivante, quelque chose a changé. Je pouvais voir ce qui était possible, pas comme un résultat futur imaginé, mais comme une réalité présente que j'avais déjà créée dans un tiroir, sur une étagère. Et ce résultat visible et tangible a changé ma croyance plus efficacement que n'importe quelle quantité de motivation ou d'inspiration n'aurait pu le faire. Vous pouvez vivre dans une maison sans désordre, pas instantanément, pas sans effort, pas sans l'inconfort de libérer des choses qui portent un poids émotionnel, mais vraiment.
complètement, durablement, oui, c'est possible. Et ça commence par croire réellement cela, pas comme un souhait plein d'espoir, mais comme une hypothèse de travail qui guide vos actions. Commencez par votre espace le plus facile. Finissez-le complètement. Laissez le résultat vous montrer ce qui est possible, puis portez cette connaissance en avant. Étape 2. Retirez l'excès et le faire dans le bon ordre. Une fois que la croyance est vraiment en place, le travail commence. Et le travail, dans sa forme la plus simple, est ceci. Parcourez tout ce que vous possédez et retirez ce qui n'appartient pas à votre vie actuelle. Je veux être spécifique sur ce que je veux dire par « vie actuelle ». Parce que cette phrase fait beaucoup de travail important. Pas votre vie passée, pas votre vie future espérée, votre vie réelle, présente, d'aujourd'hui. Quand j'ai finalement commencé à retirer l'excès de mon appartement après le décès d'Hiroshi, j'ai dû affronter le fait que presque tout autour de moi avait été accumulé pour une vie qui n'existait plus sous la même forme. Les grands plats de service pour les rassemblements familiaux qui ne se produisaient plus à ma table. La garde-robe professionnelle pour les réunions avec les clients de mon entreprise de couture dont je m'étais largement retirée, les affaires des enfants qui avaient été laissés derrière dans la transition vers leur propre maison, les objets qu'Hiroshi utilisait quotidiennement qui étaient restés exactement là où il les avait laissés. Aucune de ces choses n'appartenait à ma vie actuelle. Elles appartenaient à des chapitres précédents, de beaux chapitres significatifs qui méritaient d'être honorés. Mais honorer un chapitre ne nécessite pas de garder chaque artefact physique de celui-ci. J'ai écrit sur ceci dans d'autres conversations. La distinction entre honorer un souvenir et stocker sa preuve physique indéfiniment. La question à poser à chaque objet. Est-ce que cela appartient à la vie que je vis réellement en ce moment? Pas la vie que je vivais, pas la vie que je pourrais vivre un jour, maintenant. Certains objets répondront immédiatement et clairement. Les objets du tiroir fourre-tout sans but clair, les vêtements non portés depuis des années, les boîtes de choses scellées et intactes à travers plusieurs réorganisations de maisons. Ceux-ci sont faciles. Libérez-les sans délibération prolongée. D'autres objets seront plus difficiles. Votre collection de livres, les objets sentimentaux, les choses connectées à des personnes que vous aimiez ou des rôles que vous valorisiez, les choses coûteuses à remplacer si vous les vouliez à nouveau. Pour ceux-ci, le processus est plus lent et plus prudent. C'est approprié. Toutes les décisions n'ont pas besoin d'être prises à la même vitesse. Voici l'orientation pratique critique pour cette étape. Commencez par vos espaces les plus faciles et construisez vers les plus difficiles. Ne commencez pas par la pièce de stockage. Ne commencez pas par les affaires du conjoint décédé. Ne commencez pas par les boîtes sentimentales. Commencez par un tiroir de cuisine. Commencez par les objets sur votre comptoir de salle de bain. Commencez par les vêtements que vous n'avez manifestement pas portés depuis des années. Ces victoires précoces construisent ce que je pense comme la confiance de désencombrement, l'expérience vécue de prendre des décisions, libérer des choses et découvrir que le regret redouté ne se matérialise pas. Chaque fois que vous prenez une décision et libérez quelque chose et vous sentez ensuite plus légère plutôt que diminuée, vous accumulez la preuve que ce processus est sûr. Cette preuve rend les décisions plus difficiles, qui viennent plus tard dans des espaces plus difficiles, plus faciles à approcher. Déplacez-vous à travers votre maison dans l'ordre de difficulté. Les espaces faciles d'abord, les espaces moyens ensuite, les espaces émotionnellement complexes en dernier, quand votre capacité de prise de décision est la plus forte et votre confiance dans le processus est la plus établie. Un passage ne sera pas suffisant. Ce n'est pas un échec, c'est la nature du travail. Vous ferez un passage à travers un espace et il se sentira significativement mieux. Et puis des mois plus tard, vous le regarderez à nouveau et verrez une autre couche prête à être libérée. C'est parfois appelé la méthode de l'oignon. Vous retirez une couche et puis, quand vous êtes prête, une autre. Chaque passage va plus profond. Chaque passage est approprié à où vous êtes dans le processus à ce moment. Soyez patiente avec vous-même. Soyez cohérente. Continuez d'avancer. Étape 3. Mettre en œuvre les habitudes qui maintiennent ce que vous avez créé. Voici où beaucoup de gens font une erreur critique, et je l'ai faite moi-même pendant des années.
Il croit que la solution à une maison encombrée est une meilleure organisation et un rangement plus cohérent. Alors il réorganise, il crée des systèmes, il range plus diligemment. Et le désordre revient quand même, parce que le volume de possession est trop élevé pour que n'importe quel système organisationnel puisse gérer durablement. Les habitudes sans désordre ne fonctionnent que quand le volume de possession a été vraiment réduit. Une fois que cette réduction s'est produite, une fois que vous avez complété l'étape 2 avec un vrai engagement, les habitudes deviennent presque sans effort. C'est l'ordre qui fonctionne. Réduire d'abord, organiser et maintenir ensuite. J'ai parlé dans des conversations précédentes des habitudes quotidiennes spécifiques que je pratique. Traiter le courrier immédiatement, nettoyer la cuisine après chaque repas, la brève promenade du soir, la réponse immédiate aux espaces trop pleins. Je ne répéterai pas ces détails ici, mais je veux parler du principe sous-jacent qui fait que tous fonctionnent. Chaque habitude quotidienne est un petit vote pour la maison dans laquelle vous voulez vivre. Quand vous retournez un objet à sa place désignée plutôt que de le poser sur la surface la plus proche, vous votez pour l'ordre. Quand vous traitez le papier du jour immédiatement plutôt que de le laisser s'accumuler, vous votez pour la clarté. Quand vous faites la promenade du soir et restaurez chaque objet déplacé à sa maison, vous votez pour le matin calme que vous expérimenterez demain. Ces votes ne sont pas dramatiques. Ils prennent très peu de temps individuellement, mais ils se composent. Une maison maintenue par de petites actions quotidiennes est une expérience complètement différente d'une maison qui nécessite des efforts héroïques périodiques pour sauver du désordre accumulé. Le concept japonais pertinent ici est Tewo Ireru, mettre votre main dedans. Tendre, donner des soins continus. Un jardin tendu quotidiennement, de petites manières, reste beau continuellement. Un jardin négligé et puis périodiquement attaqué avec des efforts de restauration majeurs n'est jamais vraiment à l'aise. Votre maison fonctionne de la même manière. Après avoir fait le vrai travail de retirer l'excès, choisissez 2 ou 3 habitudes quotidiennes pour commencer, celles les plus pertinentes à vos schémas spécifiques d'accumulation et de désordre. Pratiquez-les jusqu'à ce qu'elles soient vraiment automatiques. Pas des choix nécessitant un effort, mais simplement ce que vous faites. Puis, ajoutez-en plus. Le but est une maison qui se maintient non pas par des éclats d'efforts intensifs, mais par l'application silencieuse et cohérente de petites pratiques quotidiennes. Une fois établies, ces habitudes nécessitent moins d'énergie que la gestion constante du désordre n'en a jamais nécessité. Étape 4. Ralentir le flux de nouvelles choses qui entrent. C'est l'étape qui détermine si tout ce que vous avez accompli dans les étapes 2 et 3 dure ou si vous vous retrouvez de retour où vous avez commencé en un an. Désencombrer sans adresser ce qui continue d'entrer dans votre maison, c'est comme écoper l'eau d'un bateau sans fermer la fuite. Vous pouvez travailler très dur et faire des progrès visibles, mais le problème sous-jacent reste et finalement défait le travail. Je veux parler honnêtement de cette étape parce qu'elle nécessite d'affronter quelque chose que la plupart d'entre nous n'ont pas été élevés pour examiner, notre relation avec l'acquisition de choses. J'ai grandi dans le Japon d'après-guerre, où la débrouillardise était une nécessité et l'accumulation était une réponse raisonnable à la rareté précédente. Quand Hiroshi et moi avons construit notre vie au Brésil, il y a eu des années vraiment maigres, où le stockage semblait prudent. Ces expériences ont créé des schémas profonds, une attraction vers avoir assez, une difficulté à passer à côté d'une bonne affaire, un confort dans l'abondance qui venait d'années où l'abondance n'était pas garantie. Ces schémas ont servi des buts importants à certains points de ma vie. Ils ne me servent pas maintenant. Ce que j'ai appris dans les années depuis que j'ai vraiment adressé l'accumulation de ma maison, c'est que l'attraction vers acquérir n'est souvent pas vraiment à propos de l'objet. C'est à propos de quelque chose d'autre. Le confort quand je suis seule. Le contrôle quand d'autres choses semblent incertaines. Le plaisir de la nouveauté quand la vie quotidienne semble routinière. L'espoir incarné dans un objet pour un futur moi, la version de moi qui prend un nouveau loisir, qui reçoit plus fréquemment, qui utilise cet appareil de cuisine particulier régulièrement. Comprendre vos schémas d'acquisition spécifiques,
les déclencheurs émotionnels, les catégories particulières, les circonstances spécifiques qui vous rendent plus susceptibles d'apporter des choses dans votre maison est le fondement de cette étape. Vous ne pouvez pas adresser ce que vous n'avez pas identifié. Pour moi, le schéma que j'ai dû interrompre le plus consciemment était d'accepter des choses des autres. Comme je l'ai mentionné avant, je suis devenue une sorte de gardienne dans mon cercle social, la personne à qui les amis offraient des choses quand ils libéraient leurs propres possessions, parce que j'étais connue pour être réfléchie sur ces choses et moins susceptible de simplement jeter les objets. C'était vrai, j'étais réfléchie, mais j'acceptais aussi des choses dont je ne voulais pas vraiment ou dont je n'avais pas besoin, par un mélange de vraie générosité et de difficulté à dire non. Reconnaître ce schéma m'a permis de créer une réponse. Pas un refus rigide, mais une vraie pause. Une question que je me pose maintenant avant d'accepter quoi que ce soit. Est-ce que cela sert ma vie telle qu'elle est réellement? Ou est-ce que je l'accepte pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le fait que j'en ai besoin? La pause de 48 heures est utile ici aussi pour tout ce qui est non essentiel entrant dans votre maison, qu'il soit acheté ou accepté comme cadeau de quelqu'un d'autre. Faites une pause de 48 heures avant de vous engager. Écrivez-le si cela aide. Asseyez-vous avec la question de savoir si vous voulez vraiment incorporer cet objet dans votre vie. La plupart du temps, à la fin de 48 heures, la réponse est clairement non. Occasionnellement, la réponse est un oui clair et certain. De toute façon, la décision est intentionnelle plutôt que réflexive. Ralentir l'accumulation signifie aussi devenir plus réfléchi sur les achats. Pas moins généreuse avec vous-même, ce n'est pas le but, mais plus exigeante. La question à pratiquer n'est pas seulement « est-ce que j'aime ça ?», mais « est-ce que cela s'adapte vraiment à la vie que je vis et à la maison que je maintiens ?» Un bel objet qui n'a pas de vraie maison dans votre vie n'est pas un cadeau pour vous-même. C'est un futur fardeau de décision. Votre argent et votre temps peuvent être dirigés vers des expériences, des relations et des poursuites qui enrichissent votre vie de manière que les objets ne peuvent simplement pas. Le voyage pour visiter vos petits-enfants. Le cours d'après-midi dans quelque chose que vous avez toujours voulu apprendre. Le long déjeuner avec un ami que vous n'avez pas vu depuis trop longtemps. Ces choses ne laissent aucun désordre. Elles ne laissent que des souvenirs, et les souvenirs ne prennent aucun espace du tout. Les 4 étapes ensemble, une image complète. Laissez-moi rassembler cela simplement parce que les 4 étapes en séquence sont importantes à comprendre comme un tout. Étape 1. Croire que c'est possible. Pas comme un vague espoir, mais comme une conviction de travail qui guide vos actions. Construire cette croyance par de petites actions complétées qui vous montrent ce qui est réalisable. Étape 2. Retirer l'excès, tout ce qui n'appartient pas à votre vie actuelle. Commencez par les espaces faciles. Construire vers les plus difficiles. Faire un passage, puis revenir pour un autre. Être patiente et cohérente. Étape 3. Mettre en œuvre les habitudes. Les petites pratiques quotidiennes qui maintiennent ce que vous avez créé. Celles-ci fonctionnent facilement une fois que l'excès a été vraiment réduit. Elles ne fonctionnent pas comme substitut à la réduction. Étape 4. Ralentir l'accumulation. Comprendre vos schémas d'acquisition spécifiques. Créer des réponses réfléchies à ceux-ci. Dirigez vos ressources vers ce qui enrichit vraiment votre vie plutôt que ce qui remplit simplement votre espace. Ces étapes ne sont pas compliquées. Elles ne sont pas non plus rapides. Je veux être honnête sur cela. Le processus complet, bien fait, prend des mois. Le travail émotionnel des étapes 1 et 2 en particulier ne peut pas être précipité. Certaines décisions nécessitent de s'asseoir avec pendant des jours ou des semaines avant qu'elles ne deviennent claires. Mais voici ce que je peux vous dire de l'autre côté de ce processus, du point de vue d'une femme de 72 ans qui a fait ce travail vraiment et complètement. La maison qui existe à la fin est une expérience différente de la vie quotidienne. Pas seulement esthétiquement, pas seulement pratiquement, fondamentalement différente dans comment il se sent de traverser chaque jour. La facilité de trouver des choses, le plaisir de surfaces qui sont dégagées parce qu'elles sont réellement dégagées,
pas temporairement rangé avant l'arrivée de quelqu'un. Le calme du matin d'une pièce qui a immédiatement du sens. L'absence de l'effort de fond bas de gérer trop. En japonais, Shizukeza signifie tranquillité, immobilité, une qualité particulière de paix. Une maison sans désordre à Shizukesa, pas le silence du vide. J'ai des livres que j'aime, des objets avec du sens, la preuve d'une vie pleine et continue. Mais le calme d'un espace où tout ce qui est présent appartient, où rien n'est là par défaut, ou inertie ou décision non résolue. Ce calme est disponible pour vous. Ces 4 étapes sont le chemin vers lui. Je veux entendre où vous en êtes dans ce processus. Laquelle de ces 4 étapes vous semble la plus accessible en ce moment? Ou laquelle vous semble la plus difficile et pourquoi? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux et votre réponse ouvre souvent une conversation qui aide quelqu'un d'autre à trouver son chemin en avant. Arigatou gozaimasu.